avec nos invités qui vont nous rejoindre. Bonjour. Venez, venez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, installez-vous. Donc, je suis très, très heureux de vous accueillir, Laura, Olivia, Lubna, dans cet ordre-là, sur cette scène où on vient de parler de tech et de planète. Est-ce que la tech peut aider à réparer la planète? Là, on va parler plus de cette grande question, la tech peut-elle être paritaire? Une question à laquelle moi-même je me suis affronté depuis des années, en fait, notamment en faisant du financement de start-up, en constatant que j'avais souvent des équipes entièrement masculines face à moi et que ce n'était pas tellement paritaire souvent. Et je me suis demandé si la nouvelle technologie allait reproduire les travers de l'ancienne. Bon, je pense que c'est un des grands sujets auxquels on devra tenter de répondre les unes et les autres aujourd'hui. Alors voilà comment ça va se passer. Je voudrais d'abord dire quelques mots de chacune d'entre vous, de façon à vous présenter à notre public, ici et évidemment en ligne. Et puis ensuite, on aura deux pitchs, un de Gwenaëlle Thébault, un de Sandrine Delage, avant de conclure ensemble. Alors Laura, ensuite je donnerai la parole à chacune d'entre vous, comme ça pour commencer à introduire le débat. Laura, vous êtes cofondatrice de Tractor et fondatrice de The Gentle Initiative, le premier think tank dédié à la diversité. Vous nous parlerez de la plateforme Tractor, spécialisée dans la location d'engins de chantier entre professionnels. Et vous êtes une militante pour plus de diversité au sein de l'écosystème numérique, également membre du Conseil national du numérique, dont je fus membre. Vous n'êtes plus membre? Ex-membre. Ex-membre. Ben moi aussi. Alors, on est deux ex-membres du Conseil du numérique. Il y a pas mal d'ex-membres, finalement, maintenant, qui sont... Il y a eu plusieurs, 3 ou 4 incarnations de ce Conseil, je crois. Moi, j'étais dans le premier, en tout cas. Voilà, donc on aura l'occasion de détailler tout ce parcours et tous ces engagements. Ensuite, Olivia, cofondatrice et CSO de Vera, et également, en bon français, Head of Innovation de l'INRIA, donc patronne de l'innovation, en quelque sorte. Oui, non responsable innovation du centre de Saclay. Responsable de l'innovation, voilà. Responsable. Donc, vous avez été l'Agence nationale de la recherche, et puis vous avez participé à la création d'une agence d'innovation dédiée aux nouveaux usages de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Alors là aussi, on est vraiment dans le cœur de la tech la plus en pointe, et fondatrice de la start-up Vera, spécialisée en intelligence artificielle appliquée à l'industrie de la mode. Vous m'en direz plus parce que nous sommes assez proches d'un grand groupe de mode, LVMH, et donc ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites. Et puis Lubna Al-Haddad, présidente d'Egalitech, irako-algérienne, cadre supérieur de la start-up Celonis, spécialisée là aussi dans l'intelligence artificielle et qui donc évolue avec beaucoup de succès dans un milieu très masculin, on l'a dit. Et vous avez lancé le think tank Egalitech qui vise à mettre en place plus de diversité dans le numérique, comme on l'a vu, tout un programme. Alors, si on repart dans l'ordre dans lequel vous vous êtes installé, commençons déjà par ce Tractor. Alors, qu'est-ce que c'est le Tractor? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que les plateformes d'échange de tracteurs en ligne, je veux voir comment ça marche. Alors, pour le coup, on n'échange pas de tracteurs, mais c'est une plateforme qui est spécialisée dans la location d'engins de chantier entre professionnels, que j'ai quitté aussi fin d'année dernière, mais j'en suis toujours son fondatrice, donc c'est avec plaisir que je vous en parle. Donc, Tractor, on l'a fondé en 2016 et c'est parti d'un constat en fait sur le marché de la location d'engins de chantier en France. Il y a deux gros acteurs qu'on connaît tous qui sont Kilouto et Loxam, qui représentent à eux deux à peu près 35% du marché. Le numéro 3 étant à 1%. Donc c'est un marché qui est très atomisé. Donc le constat de base était un peu ça. Et en face, au niveau des locataires finaux, la problématique est à peu près la même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits acteurs qui n'ont pas forcément les volumes de location nécessaires pour pouvoir aller négocier les tarifs comme les grandes entreprises du secteur, type Eiffage, Eurovia. Et donc Tractor, en fait, se veut une réponse à ces différentes problématiques. Donc d'un côté, en fait, côté fournisseur, on digitalise l'ensemble de leur activité, et notamment les tâches chronophages pour eux. Et la question, en fait, c'était aussi comment est-ce que Tractor vous a conduite
à la lutte pour l'égalité et la diversité. Ah oui, d'accord. Parce que comment a compris ce tracteur vers ce nouveau chantier? Parce que c'est un gros chantier quand même. Oui, c'est sans mauvais jeu de mots. Effectivement. Pardon pour tous les mauvais jeux de mots, je suis un peu spécialiste, c'est vrai. Alors, comment Tractor m'a conduit à me positionner sur ces questions d'égalité? Je dois avouer que j'ai eu la chance, on va dire, au cours de mon parcours, que ce soit scolaire ou même en début de carrière, de ne pas forcément me poser la question de mon genre, ce qui m'a certainement évité de me mettre des barrières. Et en fait, cette question m'est revenue de plein fouet au lancement de Tractor, parce qu'en tant que femme CTO dans un domaine aussi masculin, je ressortais du lot, on va dire, et puis j'ai été pas mal sollicitée par des jeunes filles, mais pas que, autour de ces questions, et ça m'a amené déjà à m'engager d'un point de vue associatif, donc dans tout un tas d'initiatives qui visent à promouvoir plus de diversité au sens large dans cet écosystème, et puis plus particulièrement à me poser la question de pourquoi si peu de femmes, pourquoi est-ce que ça décroît autant, voilà. D'accord, on va revenir sur tous ces thèmes-là. Évidemment, je voulais juste donner à chacune 3-4 minutes comme ça au début pour présenter son parcours de vie et puis son engagement du moment. Donc Olivia, on est dans la tech là aussi très profondément. Et à quel moment vient la question de la représentation des femmes dans la tech? Sur le tard, c'est vrai que... Alors, je vous parlerai du syndrome du tuyau percier, hein, puisque au niveau licence master, on est à peu près représenté à part égale dans les filières de sciences dites dures. Ça commence à s'améliorer jusqu'au doctorat, où là, je crois qu'on est à 44%, alors, sauf dans certaines filières, comme les maths fondamentales, où là, on est vraiment sous-représenté. Et puis c'est après qu'il y a une bascule, effectivement, au moment où on rentre dans une carrière d'enseignante-chercheur ou de chercheur. Il reste plus qu'un tiers de femmes dans le domaine, et ça se joue aussi de cette façon dans le privé. Donc c'est vrai qu'en termes de conditions de travail, je pense que ça induit une forme de découragement. Pour ce qui est des femmes dans la recherche scientifique, effectivement, il y a un peu moins de subventions fléchées vers elles, c'est des postes un peu plus précaires. Elles sont peu représentées dans les revues scientifiques prestigieuses. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur 3 millions d'articles scientifiques dans les sciences du numérique sur un demi-siècle, et qui ont montré qu'il y aurait une représentativité à part égale hommes-femmes d'ici 2100. Donc, bon, voilà. Et puis en termes de promotion aussi, c'est pas toujours très, très simple. C'est pour ça qu'INRIA s'engage notamment, on s'est engagé vis-à-vis de nos ministères de co-tutelle à atteindre un taux de féminisation de 30% d'ici 2023 dans nos équipes de recherche, comme responsable d'équipes de recherche. C'est un engagement de l'INRIA lui-même, c'est-à-dire ça fait partie Oui, ce qu'on appelle un contrat d'objectif performance, oui, à atteindre d'ici 2023, plus de représentation de femmes à des postes de direction d'équipe projet. D'accord. Merci beaucoup. Loubna, alors, donc là aussi, l'origine de l'engagement. Ah, le micro ne marche pas, par contre. C'est adorable. Vous êtes sûr? Merci. Voilà, c'est en direct, donc parfois les micros sont réticents. Allez-y. Egalitech, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'Egalitech. Egalitech est un think tank à majorité féminine pour sensibiliser les acteurs politiques et les décideurs économiques sur les questions de la parité et de la diversité. Alors ça vient d'une expérience personnelle déjà. Alors mon expérience, c'est que je suis arrivée d'Irak en vacances en 90. On a tout perdu alors qu'on vient d'une famille très bourgeoise. Et j'ai fait un 3e cycle de droit, parcours méritocratique, la France m'a donné cette chance. Et j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire pour entrer dans le milieu de la tech. Donc c'est bonne personne, bon contact, et on a cru en mon talent. En venant du droit. Pardon ? En venant du droit, c'était exactement, ça. Parce qu'on a cru en mon talent. Ouais. Et il s'aperçoit, en discutant avec Laura et Olivia, on s'aperçoit que les chiffres sont accablants. Une étude de McKinsey et d'autres études BCG, il y a 11% dans le numérique de femmes, 30% avec le digital, 11% dans la cybersécurité et 9% dans la fintech. C'est quand même pas extra, c'est vraiment accablant.
On s'aperçoit également que l'idée de Startup Nation, on en est vraiment loin. Quand on s'aperçoit que 496 startups, les licornes, sont pour la moitié américaines et 1% françaises. Et ne parlons même pas de la diversité. Et quand je parle de la diversité, c'est au sens large du terme. C'est l'âge, la religion, le physique également. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Egalitech. D'accord. D'accord. Alors, on va reprendre quelques thèmes qui ont déjà été un peu traversés. Au fond, il y a vraiment 2-3 grandes questions. Il y a la place des femmes dans l'univers scientifique. Ça, c'est vraiment, ça part de la formation, ça part des écoles, ça part des prépas éventuellement. Bon. Et il y a cette histoire du tuyau percé qui était très intéressante, effectivement, parce qu'il y a une déperdition comme ça. Bon, ça, c'est la première question. Si vous voulez, chacune d'entre vous pourra en reparler. Et puis, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. C'est une deuxième question. Et à la fin, avec tous ces tuyaux percés, il n'y a pas grand monde, effectivement, quand on arrive à la big picture. Donc ça, vraiment, je pense que ce sont nos 2 grands thèmes du jour. J'aimerais bien que chacune puisse, sur ces 2 thèmes, donner, au fond, ses idées sur le constat. Malheureusement, je pense qu'on a à peu près déjà fait le point, mais comment ça peut changer, quoi. Qu'est-ce qui peut être un facteur de changement, des rôles modèles, enfin, des politiques publiques, des lois, enfin, qu'est-ce qui peut être combiné de façon à modifier cet état de fait? Je commence ? Oui. Je pense que malheureusement, il n'y a pas une solution unique qui peut permettre d'inverser la vapeur, notamment dans le secteur de la tech et du développement pur. On constate que sur le peu de femmes déjà qui sortent de ces formations initiales, que ce soit faculté, école d'ingénieur, etc. Au bout de 10 ans, on a à peu près la moitié d'entre elles qui se réorientent soit vers des postes plus de support, soit vers de toute autre carrière, tout autre type de carrière, et ne reste pas forcément d'ailleurs dans le numérique. Pour moi, déjà, le constat à faire, c'est qu'il y a à la fois un problème de représentation, effectivement, donc il y a un travail à faire sur les rôles modèles, sur la culture aussi, parce que quand on parle avec bon nombre de ces femmes, ce qui revient surtout, c'est les stéréotypes qui sont projetés, le mal-être éventuel dans ces secteurs, le fait qu'il y a une perpétuelle remise en question de leurs compétences à formation égale. Donc ça c'est problématique. Je dirais aussi que sur la question de la formation, on constate depuis une dizaine d'années en fait, qu'il y a de moins en moins de femmes qui se dirigent dans ces formations-là. Donc j'en parlais avec Olivia et Lubna tout à l'heure, mais moi, à titre personnel, je suis sortie d'école d'ingénieur en 2010. C'était une année faste, on était 11% de femmes. Aujourd'hui, je crois que ça tourne à 4-5%. Donc, et la plupart, en plus, n'ont pas forcément fait leur cursus en France. Il faut savoir que dans ces 4-5%, mais même dans les 11% de l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui venaient de Tunisie, de Maroc, où là, pour le coup, la problématique n'est pas du tout présente. Donc il y a à la fois cette question de culture, il y a le fait de pouvoir se projeter et d'avoir des rôles modèles, et puis je pense qu'il y a une déconstruction aussi des stéréotypes à faire autour de ces métiers, et ça se fait beaucoup plus en amont, ça se fait quand elles sont au collège, au lycée. Pouvoir ouvrir le champ des possibles, c'est aussi hyper important pour qu'on ait de plus en plus de femmes qui se lancent dans ces carrières. Alors une des bonnes nouvelles, s'il y en a une. En tout cas, moi, ce que j'avais pu constater en tant que recruteuse pour Tractor et pour d'autres initiatives d'ailleurs, c'est que ce secteur se féminise peut-être plus aujourd'hui par rapport aux reconversions. Il y a beaucoup plus de femmes en fait moi quand je cherchais des développeuses typiquement, c'était beaucoup plus facile en fait d'aller les chercher via des bootcamps ou des gens qui de manière proactive en fait à 30 25 30 35 ans avaient décidé de se réorienter vers les milieux du numérique. Il y avait beaucoup plus de volume à ce niveau-là que en sortie d'école ou en sortie de fac. Olivia, alors sur ces questions-là. Surtout casser les stéréotypes, surtout en Europe de l'Ouest. C'est un peu moins le cas en Europe de l'Est, l'ancien bloc soviétique, où là on a un ratio pas complètement égalitaire, mais beaucoup plus élevé, de femmes qui se lancent dans le numérique, pratico-pratique, voilà, des développeuses, des architectes informatiques. Et on voit que c'est très dépendant, on voit que c'est des stéréotypes parce que c'est très dépendant de l'espace-temps. Et ce n'est pas du tout lié
les efforts qui sont faits en termes d'égalité homme-femme, puisqu'en Suisse, où l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution depuis 1981, il y a seulement entre 13 et 16% de femmes qui sortent d'écoles numériques, alors qu'en Algérie, elles sont très très nombreuses, 48%. À se lancer dans ces disciplines-là et y faire carrière. En Amérique latine aussi, elles sont très représentées. Et en Asie, enfin bon, c'est vraiment très lié, cette problématique dont on discute, en fait, à la vieille Europe de l'Ouest. Mais moi, je l'ai remarqué en tant que Française, parisienne. Mon entreprise est à cheval sur 2 continents, hein, France et Maroc. Et mes développeurs au Maroc sont des développeuses. Pourquoi? Et là, c'est des stéréotypes complètement inversés. Les femmes sont réputées plus minutieuses, appliquées, faire un meilleur travail que les garçons. Donc, on va les recruter plus volontiers pour faire des développements logiciels. Donc, c'est complètement inversé les stéréotypes là-bas. Et le stéréotype aussi que j'ai vu, qui était inscrit en moi, c'est le moment où mon associé m'a contacté sur les réseaux sociaux professionnels pour me parler de son projet Vera. Vera, c'est un dressing virtuel intelligent qui permet d'optimiser le contenu de ses placards, puisqu'on ne consomme que 30% des vêtements qu'on achète. Donc il y a une déperdition énorme. Et c'est une application mobile qui suggère des tenues en fonction de la météo. Comme ça, on redécouvre son dressing. Et elle m'avait parlé de son projet, elle m'avait contacté parmi plusieurs personnes, donc surtout des garçons, parce qu'elle cherchait quelqu'un de compétent en intelligence artificielle. Moi, je suis docteur en intelligence artificielle. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré. Et elle m'a parlé de son projet. Elle m'a dit, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir un styliste personnel dans sa poche, un personal shopper dans sa poche? Et moi, j'ai eu exactement le même comportement que les investisseurs que je peux avoir en face de moi. C'est pourquoi mélanger la mode et l'IA? Enfin, c'est pas très sérieux, quoi. Ça fait pas très sérieux. Et c'est vrai que la mode, c'est beaucoup associé à la frivolité. J'ai entendu même des termes comme freluche, voilà, à quelque chose de plutôt léger. Et l'IA, c'est plutôt la tech dure, voilà, avec du deep learning. C'est ce qu'on fait chez Vera, des algorithmes de recommandation, des statistiques. Et l'association, c'est plutôt un oxymore dans l'esprit de plein de gens, dont moi. Et ce qui m'a fait sauter le pas, c'est pas le fait que je sois une femme à laquelle elle s'adresse, c'est le fait que je suis curieuse et dès qu'on me soumet un problème, je peux pas m'empêcher de le résoudre. Et en creusant, j'ai trouvé que c'était la mode, l'industrie textile était un terrain de jeu formidable, parce que les vêtements que vous portez là, qui sont de l'information publique, en fait, en machine learning, ça s'analyse avec les mêmes outils que ceux utilisés pour analyser le langage. Donc sujet, verbe, complément. Et ça en dit énormément vos tenues sur votre personnalité, ce que vous voulez renvoyer comme image, qui vous êtes. On ne regardera plus jamais un dressing de la même façon quand maintenant. Le dressing n'est plus le même maintenant qu'il a été mis en sujet. Il y a une grammaire du dressing au fond, il y a une syntaxe. Donc maintenant je suis linguiste vestimentaire. Alors Loubna, comment ça s'est passé donc ce parcours-là aussi? Moi, je trouve vraiment intéressant. Ce sont ces parcours de vie, quoi. C'est la façon dont, parce que c'est pas tout à fait pareil. Là, votre associé, c'est une associée si j'ai bien compris. Alors, on est 2 femmes et effectivement, on fait partie des. Là, vous avez fait une société avec des femmes, quoi. Bah, j'ai pas pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée non plus la seule femme, ouais. Mais avec une associée femme. Et effectivement, oui, il y aura beaucoup de choses à en dire. Ouais. Donc Loubna, de votre côté, alors après avoir fait le droit, oui, l'entrée dans une start-up, donc comment ça s'est passé? Alors, je partage déjà l'avis de Laura et Olivia, que je remercie. Alors, comment ça se passe? C'est que, pour répondre aussi à votre question, Monsieur Louette, c'est qu'en France, on est dans un environnement sclérosé, dans l'entre-soi. C'est très compliqué. Par exemple, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Moi, je suis directrice commerciale. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir cet emploi si on n'a pas les bonnes cases, le bon diplôme. Et je suis femme, issue de la diversité. Donc, vous voyez, double casquette. Donc, ce que je pense, pour répondre à votre question, c'est une question de réseau, une question d'information. C'est-à-dire, moi, je n'étais pas au courant qu'il existait des métiers comme ça. Le métier du numérique, développeuse. J'associais développeur, programmeur à un jeune garçon,
voilà, c'est une question d'image. Une question de perspective, d'image, de réseau, d'éducation. Et l'autre point où vous avez fait part, c'est une image féminine dans le milieu de la tech. On n'en a pas beaucoup. On a qui aujourd'hui? On a Steve Jobs, on a des Elon Musk, on a Bill Gates. Où sont les femmes? Honnêtement, à part une Safra Catz qui est DAF chez Oracle, ou une Sandberg. Voilà. Donc, voilà. Donc le constat, il est là. Donc, pour avoir plus de parité, moi, je pense qu'il faut vraiment informer, faire du mentoring, faire des campagnes où on encourage la diversité et la parité également, et encourager les talents. Et je rejoins un économiste, le plus jeune économiste de France, qui s'appelle Xavier Jaravel, qui explique que la tech tricolore, elle n'est pas assez diversifiée, et c'est dommage, et pas assez paritaire. Et c'est dommage parce que avoir des gens avec le talent et pas forcément le diplôme et pas être forcément avoir la bonne école, etc., et ben ça augmente la compétitivité de 36%. Et ça, c'est vrai. Tout ça est vrai. C'est étudié, ce sont des faits réels. Non, mais je crois qu'il y a un chiffre aussi qui est important, parce que si on arrive au thème de la levée de fonds, au thème du financement je pense que vous avez le même chiffre. J'allais y venir, j'avais les mêmes chiffres que vous. Allez-y, je vous en prie. J'y vais. Pareil pour les startups. Il y a très peu de startups. On encourage très peu de startups, c'est ce que je vous expliquais au début. Sur les 496 licornes, la moitié sont des Américains. 117 licornes sont chinoises. Et en France, on a 1,7%. Et ne parlons même pas des femmes, parce que les femmes, elles sont dans un schéma où il faut éduquer les enfants, la famille, et je pense que plus tard, pour aider ces femmes et que la tech soit plus diversifiée, il faut qu'il y ait des fonds d'investissement qui aident la femme à se lancer. Il y a 2,3% du capital risque qui va vers des sociétés tenues par des femmes. Ouais. C'est infime, 2,3%. 2,3%, c'est vers des sociétés avec une équipe entièrement féminine. Hein, c'est ça parce que c'est quand même plus quand il y a des équipes mixtes. Ouais. Mais moi, c'est là où je voulais en venir, pardon. Ça monte à peu près 10%, je crois que c'est 9%, autour de 9% pour les équipes mixtes. Et là où je voulais en venir, parce qu'il y a quand même une très bonne nouvelle dans les chiffres de temps en temps, c'est que moi, je me suis beaucoup occupé d'investissement dans le groupe Orange pour les venture capital en fait, du groupe Orange. Et on avait des statistiques qui montraient que des équipes dans lesquelles il y avait des femmes ou des équipes entièrement féminines faisaient plutôt un meilleur emploi de l'argent qui était investi chez elles, mais nettement meilleur. En fait, en réalité, elles réussissaient avec beaucoup moins de consommation de capital, moins de pub, moins de déploiement de force, un peu peut-être excessif. Et donc le taux de succès et le taux de rentabilité d'investissement étaient supérieurs. Et ça, je crois que c'est le genre de chiffre qu'il faut faire connaître tous les jours, matin, midi et soir, parce que quand l'intérêt financier des investisseurs va être en plus traversé par une volonté de paritarisme ou d'égalité, tout ira mieux. Quoi. Il faut que ce chiffre soit vraiment très connu. Et la pérennité, pardonnez-moi, la pérennité aussi des entreprises. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, ce sont des entreprises qui tiennent plus longtemps la route quand elles sont tenues, quand les femmes sont à leur direction. Et en plus, je veux dire, c'est pas un stéréotype justement genré ou quoi, c'est vraiment de la data. Quoi. On a confié de l'argent à des équipes, il y avait des équipes que des hommes, mixtes ou que des femmes, et voilà ce qu'on constate. Alors peut-être parce qu'il y a une mentalité de survivor chez celles qui ont réussi à franchir toutes ces lignes-là. Voilà. Bon, je sais pas, j'essaie de trouver, en faisant de la sociologie sauvage comme ça, des raisons. Peut-être parce qu'elles se disent, j'aurais pas 36 chances non plus, j'ai vraiment intérêt à réussir, ça va pas se repasser. Donc tout ça, ce sont des raisons plus ou moins bonnes, mais je crois en tout cas que la popularité qu'il faut donner à ce chiffre-là doit être très grande, parce que c'est un encouragement aussi. Tout à l'heure, on voyait une jeune fille au Cameroun qui avait développé un projet. Il faut ces modèles, il faut cette idée que c'est possible et que ça peut être réalisé. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait, hein, à cette inspiration. Et puis, je crois aussi pas mal à la loi, pardon de parler un peu longuement de ça, mais là aussi chez Orange, j'ai passé des années à recruter des femmes au conseil d'administration du groupe Orange parce qu'une loi était passée et qu'il fallait arriver, c'était la loi à 40%, et on a vu arriver toute une série de talents. La patronne de Schneider en France est une femme, Christelle Heidemann, remarquable. Hein. Et elle est là, et elle a pris déjà une assise de plus en plus grande. Isabelle Cocher était patronne d'Engie, maintenant c'est plus le cas. Voilà. Donc il y a eu aussi une avancée, la loi l'a poussée. C'est vraiment des instances dans lesquelles la loi peut intervenir, parce que ce qui ne se fait pas tout à fait naturellement, la loi peut peut-être le conformer et le programmer. Voilà, mais je ne voulais pas être trop long là-dessus, mais je pense que ça, ce sont des raisons d'espérer, pour vous redonner le sourire et la joie. Elle reste présente. Ah bah voilà, quand même. Il y a beaucoup d'espoir.
On va voir aussi dans quelques instants quelques exemples également de femmes qui mènent dans leurs entreprises, chez BNP Paribas et chez Marie-Claire, des actions internes très importantes. Peut-être juste encore un mot quand même sur les associations et les réseaux que vous avez mis en place les unes et les autres. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces réseaux de femmes dans la tech? Est-ce qu'ils sont assez puissants, assez nombreux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour en parler plus? Alors, je commence là-dessus. Sont-ils assez puissants? Vraisemblablement non, je dirais, parce que sinon on serait déjà vers une société et un écosystème beaucoup plus paritaire. Est-ce qu'il en faut plus? Je ne sais pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui cherchent à répondre à ces questions, à renverser la vapeur. Ce qui manque plus pour moi, c'est peut-être un maillage et plus de synergie à créer entre ces différentes initiatives, une lisibilité aussi pour le public qu'elles peuvent aider, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui, par exemple, qui essayent d'ouvrir le champ des possibles dans les collèges et dans les lycées sur les questions des sciences en général, et les personnes, donc les jeunes filles qu'elles souhaiteraient touchés ne sont pas forcément au courant que ces initiatives existent. Donc, pour moi, une des choses qu'on pourrait faire peut-être pour changer les choses, ce serait rapporter un petit peu plus de lisibilité là-dessus, faciliter l'accès à l'information et puis créer le plus de synergie possible entre les nombreuses initiatives qui existent déjà. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure justement de la cartographie que tu as commencé à lancer. Le plus important, c'est de savoir où on est, ce qui existe. Et je discutais récemment avec Muriel Brunet qui nous a rejoint à INRIA. Il y a un gros souci en termes d'articulation parce qu'on met le pied à l'étrier aux jeunes filles. On peut le faire très tôt, là où c'est le plus pertinent, effectivement, c'est au niveau du collège, là où ça se joue. Mais après, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de différentes trajectoires de dessiner. Donc c'est souvent du one-shot comme ça, et ça ne facilite pas, effectivement. À chaque fois, il faut aller chercher, y aller, s'inscrire. Et il n'y a pas un continuum qui mènerait avec fluidité vers ces métiers-là, celles qui souhaitent se lancer dedans. C'est plein de petites initiatives, il faudrait juste les articuler là, pour gagner en force de frappe, scaler comme on dit. Alors moi, je rajouterais, parce que je partage leur avis forcément, mais je rajouterais la visibilité passe par les médias. Donc on compte sur vous. Moi, je vais prendre contact avec vous. Effectivement. Justement, parce que pour augmenter, parce que c'est facile de parler, la visibilité passe par les médias, il ne faut pas se leurrer. Ouais. Donc moi, je prendrai contact personnellement avec vous pour avoir cette visibilité-là. La synergie, la médiatisation et le lobbying, c'est très important. Lobbying, à savoir au niveau politique, au niveau des PDG du CAC 40, au niveau des GAFAM également, même si c'est un État dans l'État. Il ne faut pas se leurrer, mais ils sont là, ils ont le mérite d'exister. Et s'ils peuvent rendre un monde meilleur, eh ben, qu'ils le fassent maintenant. Oui. Et dégenrer le marketing. Encore, on parlait aussi de cette... moi, je suis geek et je l'assume. Une grosse geek. Quoi? Tu assumes quoi? Mais je ne me sens pas représentée dans les médias tels que je suis. Et c'est vrai que c'est très orienté masculin. Les geeks convaincus femmes ne sont pas bien représentées. On en parle quasiment pas. On ne nous voit pas, en fait. Ouais. Et on aime pourtant les mêmes choses, on est semblables à nos collègues, on a la même culture. Il y avait ce roman policier suédois dans lequel il y avait une héroïne qui était une geek très spectaculaire, mais j'ai oublié le nom du livre. Millennium, non? Millennium, exactement. Voilà. L'une des deux héroïnes était une geek vêtue en noir, très geek. Voilà, je suis une caricature. C'est d'ailleurs marrant de constater qu'effectivement, cette image du geek n'est pas du tout associée aux femmes, alors qu'initialement, il faut quand même le rappeler, l'informatique était un secteur féminin, pendant très longtemps. Oui, Bon, donc il y a du boulot et j'ai bien tenu l'interpellation faite aux médias. Donc nous, on essaie chacun dans son domaine, mais Les Échos, par exemple, a une page entière sur les startups dans lesquelles on donne tout à fait leur place à toutes les startups et avec la composition diverse de leurs équipes. C'est vrai qu'on voit souvent des photos de garçons quand même, il faut le dire. Et moi, je souhaite vivement, et je pense que encore une fois, cet argument financier est peut-être celui qui marchera le mieux. C'est vraiment de se dire, en plus, c'est un bon investissement. Puis il y a une deuxième chose qui moi, me donne beaucoup d'espoir pour la suite, c'est ce qu'on voit se passer dans le domaine de l'engagement responsable. En fait, planète, environnement, engagement responsable, il y a maintenant une demande des épargnants d'investir dans des produits qui ont cet engagement-là et qui ont ce label. Et au fond, si on renforce la dimension paritaire dans cet engagement-là,
Ça permettra aussi de donner à tous ceux qui veulent investir et mettre en fait de l'argent en harmonie avec leurs idées, donner un endroit où le faire. C'est en train de se passer quand même. Il ne faut pas que évidemment les femmes ne prennent pas leur place dans l'ensemble de ces engagements-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est en cours. On le voit très activement à l'œuvre aujourd'hui. Alors on va s'arrêter un instant là. On va écouter maintenant une présentation qui va nous être faite par Sandrine Delage, que je voudrais appeler, qui est intrapreneur dans le groupe communication de BNP Paribas. Elle est responsable de conduite de changement au sein de BNP Paribas et elle est donc intrapreneur. Elle va nous expliquer ce dont il s'agit, intrapreneur sur l'enjeu de l'inclusion numérique. Elle a créé un dispositif d'acculturation qui s'appelle #EnjoyDigital, ainsi que l'événement Women and Girls in Tech en 2018, qui vise à développer des échanges intergénérationnels autour de la tech pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Donc pour l'instant, on a très envie de savoir la suite et que Sandrine puisse nous parler de cette façon qu'elle a de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Voilà, nous vous accueillons très volontiers. Peut-être vous décevoir, je ne suis pas Sandrine Delage, je suis Gwenaëlle Thébault. Et vous êtes Gwenaëlle, c'est Dans le conducteur, c'était prévu comme ça. Mais c'est bien joué, syndrome de l'imposteur, c'est très bien. On s'adapte à tout et on est ravis d'avoir Gwenaëlle, qui est la CEO de Marie-Claire. Donc contrairement à tout ce que je disais, Gwenaëlle n'est pas du tout chez BNP Paribas, elle est la CEO de Marie-Claire. Elle est directrice générale adjointe du groupe. Elle présente le prix Tech for Women, créé par Marie-Claire, destiné à encourager et à valoriser les initiatives émergentes du secteur de la tech pour les femmes sous le haut marrainage d'Elisabeth Moreno. Et ce prix sera décerné à l'UNESCO en présentiel, j'espère bien, lors de la journée d'appel pour l'égalité en septembre 2021. Gwenaëlle, à vous de jouer. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors on le sait, les changements économiques et sociaux sont souvent induits par la tech. C'est une responsabilité évidemment très importante pour tous les acteurs et dirigeants de ce secteur. Et si je suis là devant vous aujourd'hui pour témoigner, eh bien c'est parce que j'ai l'intime conviction qu'ils peuvent être de vrais promoteurs du progrès social, notamment en matière d'égalité. Qu'ils le peuvent et d'ailleurs qu'ils le doivent. Alors cette conviction, je la partage avec l'ensemble des membres du think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité, un think tank que j'ai créé il y a 4 ans avec Marie-Claire et le Connecting Leaders Club, un think tank qui s'appuie sur une très large coalition d'experts, d'associations, de grandes entreprises, d'acteurs des pouvoirs publics, pour réfléchir, faire des propositions, agir ensemble en faveur d'une société plus paritaire, où la place et la condition des femmes seraient durablement améliorées. Alors, quel défi pour la tech en particulier, si elle veut œuvrer davantage en faveur de la parité? Eh bien, de notre point de vue, il y en a 2, par ailleurs étroitement liés et pour lesquels nous aimerions apporter notre soutien. Le premier défi, on en a déjà beaucoup parlé, c'est celui de la nécessaire féminisation du secteur. Les femmes sont cruellement sous-représentées dans la tech et clairement, cela les prive de toute une partie de la croissance économique d'un secteur où l'emploi progresse 2,5 fois plus vite qu'ailleurs, où l'emploi est souvent plus stable et mieux rémunéré. Le deuxième défi de notre point de vue auquel doit faire face la tech, c'est celui de la lutte contre les biais. Alors, mesdames, je vais vous poser une question. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans la salle. Laquelle d'entre vous ne s'est jamais demandé pourquoi nos téléphones portables étaient si difficiles à manipuler d'une main? Eh bien, tout simplement parce que la plupart des objets de notre quotidien ne sont pas conçus pour les femmes. Ce qui peut être évidemment beaucoup plus embêtant dès lors que ces objets peuvent agir sur notre santé ou bien notre sécurité, par exemple. Une autre anecdote venant un peu appuyer l'absurdité des biais. Il y a 2 ans, 2 astronautes américaines devaient partir en mission pour la NASA, une mission 100% féminine, un événement historique donc, que la NASA a dû annuler à la dernière minute parce qu'elle n'avait pas prévu de combinaison en taille M pour l'une des cosmonautes qui a donc dû laisser sa place à un homme. Alors, je vous le dis, si nous voulons que l'avenir s'écrive avec les femmes et pas uniquement pour les hommes, il est important et urgent d'encourager les entreprises de la tech à davantage prendre en compte les besoins et les attentes des femmes dans leur processus d'innovation et par là même de les inciter à féminiser leurs équipes.
Parce que si l'on ne peut plus innover sans tenir compte des besoins de la moitié de l'humanité, on ne peut pas non plus innover sans cette moitié de l'humanité. Et c'est précisément pour cette raison que notre think tank a lancé cette année le prix Tech for Women, le premier prix qui vient récompenser des startups qui innovent en faveur des femmes et font progresser l'égalité. Alors ce prix, comme vous le disiez, il est marrainé par Madame la ministre Elisabeth Moreno. Il est soutenu par 3 grandes entreprises très sincèrement embarquées pour la parité, Salesforce, WW et Transdev. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, au moment où nous venons de faire pitcher nos 9 finalistes sur Vivatech, justement? Eh bien, trois éléments intéressants, je pense. D'abord, un chiffre très encourageant. Nous avons reçu plus d'une 50aine de dossiers super solides, ce qui, je pense, tend à démontrer qu'il y a une prise de conscience que la tech peut agir en faveur des femmes. Ensuite, tous les projets qui nous ont été soumis ont été justement portés par des femmes, par des équipes quasi exclusivement féminines, ce qui montre bien que les femmes, elles peuvent entreprendre, s'engager avec ambition dans la tech. Et puis enfin, l'ensemble des dossiers que nous avons reçus embrasse très largement tous les champs de la vie des femmes, aussi bien leur vie quotidienne que leur vie professionnelle, que leur vie dans la cité. Parce que oui, en fait, la tech peut agir sur tous les fronts pour faire bouger les lignes. Alors, laissez-moi en 30 secondes, je vois que le temps passe, rendre hommage à tous ces lauréats en fait, qui nous ont transmis leurs dossiers. Vous verrez la richesse de ce qui nous a été proposé. Il y a d'abord Mayday, une application qui vise à mieux répartir les tâches et la charge mentale au sein du foyer. Mémo de vie, une web app qui permet aux femmes victimes de violences conjugales de constituer et sécuriser des preuves de leur agression. Mon Shérif, un bouton connecté relié à une application mobile pour protéger les femmes dans l'espace public. Liv, une plateforme complète de suivi et de soutien des femmes souffrant d'endométriose. Wempo, une autre plateforme pour aider les femmes en situation de ménopause. Biloba, un service de téléconsultation pédiatrique sur abonnement. Golden Girls, une plateforme d'éducation financière pour les femmes et leur investissement. Ma Bonne Fée, un outil pour aider les entreprises à promouvoir les conditions d'une meilleure parité au sein de leurs collaborateurs. Et enfin, Ma Juste Valeur, une plateforme qui propose aux DRH une solution pour réduire les inégalités salariales. C'est inspirant, je pense. Parmi ces 9 startups, 3 vont être finalement retenues par un jury de grands experts qui va les accompagner dans leur réussite et j'espère leur succès. Alors je lance maintenant un appel. Si quelqu'un dans cette salle a un projet aussi innovant en faveur des femmes, je vous encourage à candidater dès l'année prochaine, à candidater et prouver avec nous que oui, la tech peut être paritaire si elle innove en faveur des femmes, qu'elle le peut et qu'elle le doit. Et pour conclure, j'aimerais simplement partager avec vous un petit mot de Marc Benioff, le très charismatique CEO de Salesforce. Dans son livre Trailblazer, paru l'année dernière en France, il écrit « Nous sommes au seuil d'une 5e révolution industrielle où la confiance sera accordée aux entreprises qui mettront à profit les technologies pour améliorer l'état du monde. L'innovation ne progressera plus dans la bonne direction à moins qu'elle ne soit consacrée sincèrement et durablement au progrès de l'humanité tout entière. » À méditer, je pense. Merci. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je propose qu'on l'applaudisse parce que c'est une très belle initiative. Encore une fois, désolé de cette petite erreur tout à l'heure, mais bravo pour tout ce que vous avez lancé avec Marie-Claire et vraiment pour la façon dont vous embrassez tous ces enjeux et vous les présentez. C'était très passionnant. J'espère qu'il y aura des nouvelles idées qui viendront se rejoindre aux précédentes. Alors je crois que maintenant vraiment Sandrine devrait nous rejoindre. Sandrine, donc je répète, qui est intrapreneur dans le groupe communication de BNP Paribas. Donc Sandrine nous rejoint en cet instant. Merci beaucoup à vous. Et donc vous avez aussi quelques minutes pour nous présenter toutes vos actions. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis le porte-parole d'un collectif qui organise le Méga Women and Girls in Tech à Vivatech, donc avec Simplon, Digital Ladies and the Life et BNP Paribas. Alors, qu'est-ce que cet événement ?
D'abord, je dois le dire et je vais le dénoncer, c'est quand même l'idée de Frédéric Bardot, le CEO de Simplon, qui a eu cette folle idée, c'est-à-dire d'un méga rassemblement de 3 générations de jeunes filles et de femmes dans la tech pour produire la méga photo du visage féminin de la tech issue de ces centaines de femmes pour montrer également la diversité de leur parcours. Et ce Mega Woman and Girls in Tech, il a été possible grâce à 60 contributeurs, écoles, associations, entreprises. Vous parliez de synergie. Je peux en citer que quelques-uns, mais c'est bien sûr l'INRIA, la Grande École du Numérique, l'École 42, les réseaux Digital Ladies and the Lives, la Journée de la Femme Digitale, Women's Forum et les entreprises comme Orange, Salesforce, L'Oréal, Manpower et j'en oublie, Air Liquide par exemple et BNP Paribas, et qui ont proposé depuis lundi 60 ateliers, conférences, témoignages, pitch, que vous pouvez encore suivre puisque c'est grâce à un site wogi.tech, donc wogi.tech, où vous pouvez retrouver ces ateliers. Alors, le point, je dirais, un petit peu particulier de cet événement, c'est qu'il se veut intergénérationnel. L'idée, c'est de pouvoir toucher les 2 générations, voire les 3 générations de femmes en même temps. Et cette idée est venue donc de manière vraiment très personnelle dans ma cuisine, puisqu'il y a quelques années, j'ai créé avec ma fille Noémie le blog Mère et Fille 2.0. Après des batailles assez violentes à la maison sur son usage des réseaux sociaux, parce que en tant que maman, j'étais inquiète de la voir toujours sur Facebook et je ne comprenais pas, mais pourquoi, quel est l'intérêt? Et c'est elle qui, à un moment donné, m'a expliqué qu'elle était dans une communauté bienveillante, solidaire, et ça m'a donné envie, la curiosité de créer mon compte Twitter, et elle m'a aidée. Et en fait, petit à petit, on s'est aidés mutuellement, avec des regards différents, et on a pu faire face à la peur de l'imposteur, la peur d'aller vers ces métiers qu'on ne connaît pas, et c'est cette confiance qu'on a envie de donner dans ces événements Women and Girls in Tech qu'on a commencé il y a 2 ans chez BNP Paribas, puis ensuite avec Engie. Alors, il est 15h30, comment pouvez-vous profiter de cet événement? Si mon Pablo marche, voilà. Avec des collègues BNP Paribas, on a créé une exposition de sketch notes pour montrer des rôles modèles et pour expliquer les métiers du digital grâce à des sketch notes. Donc, ce sont des infographies dessinées. Je vous présente ma préférée, qui est Hedy Lamarr. Cette femme actrice dans les années 50 à Hollywood, qui a été considérée comme la plus belle femme du monde et qui en même temps a été l'inventrice du Wi-Fi, du GPS et du Bluetooth, et donc ce qu'on utilise tous les jours. Et elle casse totalement ce rôle du geek. Vraiment, je rejoins ce geek, jeune homme sur l'ordinateur nuit et jour, et qui utilise évidemment une console qui s'appelle, j'ai envie qu'on dise tous ce terme pour le casser, ce terme, la console s'appelle la Game Boy. On le refait, la Game. Alors, si ça avait été la Game Girl, le monde en aurait été changé. Mais ce mot a vraiment exclu les femmes de la tech. Alors, vous pouvez donc encore aller sur le site, puisqu'il va y avoir à 16h30 les présentations de jeunes filles de France et d'Afrique qui ont candidaté au Margaret Junior de la JFD. Vous pouvez nous retrouver collectif sur le stand BNP Paribas, où il y aura aussi Bicomtech, Startup for Kids, Simplon et Digital Ladies and the Lives. Mais moi, j'ai un call action pour vous aussi, parce que vous pouvez agir. Vous pouvez agir, pourquoi? Parce que vous pouvez participer à cette méga photo des 1000 femmes de la tech. Il faut qu'on y arrive. Donc, vraiment, allez sur le site, téléchargez votre photo. Entreprise, vous pouvez motiver vos collaboratrices de la tech à aussi partager leurs photos. Et puis, on se retrouve en octobre parce qu'on fait la 3e saison. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce collectif d'entreprises qui agissent à l'intérieur avec des ateliers qui seront organisés en interne de l'entreprise pour faire connaître ces métiers. Pourquoi? Parce que les femmes, on en a besoin maintenant. C'est une urgence. Et pour que tous et toutes, surtout, puissent se dire « Pourquoi pas moi ?» Formidable, merci. On peut applaudir Sandrine. Bravo.
Sandrine a des supportrices et des supporters dans la salle là, qui sont... Mais on peut saluer effectivement la performance. BNP Paribas est une banque très engagée aussi dans la bataille pour l'égalité et la diversité. Et on peut saluer votre action en l'espèce, ainsi que celle de Marie-Claire à l'instant. Je pense que ça montre aussi qu'il y a 1000 et 1000 façons d'être une girl in tech, women in tech. Il n'y a pas un seul modèle. Et je pense qu'il y a 1000 et 1000 voix et 1000 et 1000 capacités à se réaliser dans cet univers-là. Voilà, j'espère qu'on a pu partager, au-delà d'un constat au début un peu dur, avec des chiffres assez bas en fait, un peu plus d'espoir. La volonté, elle est là, ça, on la sent d'ailleurs chez chacune d'entre vous, la volonté d'y arriver, de se développer, de réussir, de porter des beaux projets, de les mener à leur terme, et puis aussi d'être chacune à sa façon une source d'inspiration. Moi, je souhaite vraiment très ardemment que ça puisse se réaliser, que la femme soit l'avenir de la tech, j'en ai pas le moindre doute. Vous le montrez toutes vraiment bien. Et pour moi aussi, c'est vraiment un honneur d'avoir pu partager cette scène avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans chacune de vos entreprises. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été un public attentif et sympathique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.